Nous sommes une association qui est une association de défense des droits. On s'est défini comme tel parce que, bon, Alternative, on se préoccupe surtout de la concrétisation des droits économiques, sociaux et culturels. Nous avons, pour la plupart d'entre nous ici, participé aux luttes pour la démocratie dans les années 90. Et cette lutte a été, on pourrait dire, dans une certaine mesure gagnante, puisque nous avons réussi quand même à obtenir la reconnaissance et parfois des garanties pour l'exercice de certaines libertés, la liberté d'expression, qui est une réalité, malgré toutes les petites entraves par-ci par-là, la liberté de la presse, qui est une réalité, c'est quelque chose d'important. Puis le multipartisme, de façon générale, c'était vraiment le combat que nous avions mené dans les années 90. Et nous avons gagné un peu donc cette démocratie, on pourrait dire formelle, n'est-ce pas? Mais on n'a pas gagné la bataille économique et sociale. Parce que dans les années 90, quand on se battait pour la conquête des libertés individuelles et collectives, mais aussi pour l'amélioration des conditions de vie des populations. D'abord, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'alimentation, etc. Ces droits-là devraient pouvoir être concrétisés dans notre pays. On pensait que l'instauration de la démocratie, même libérale, ouvrirait la voie pour la conquête des droits économiques, sociaux et culturels, ce qui n'a pas été véritablement le cas et donc Alternative, mais davantage le focus sur ces droits-là qui sont loin d'être concrétisés. En fait, c'est reconnu, mais ces droits ne sont pas effectifs. Et donc notre bataille, c'est vraiment dans ce domaine-là. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons pour l'essentiel un travail d'éducation, un travail de formation, de sensibilisation, d'information des citoyens pour qu'ils connaissent leurs droits. Et nous essayons aussi de créer des espaces pour que les gens se rencontrent, discutent et engagent les batailles qu'il faut pour la concrétisation de ces droits-là. Donc, en général, ce que nous faisons, c'est ça. On le fait comment? On le fait à travers nos radios. Nous le faisons à travers d'autres types d'actions que nous faisons sur le terrain, comme d'autres associations, des ONG le font. Nous le faisons à travers nos publications, nous le faisons aussi à travers nos productions audiovisuelles, y compris, on pourrait dire, une production cinématographique sur ça. Et nous essayons aussi d'utiliser la culture, l'art, pour promouvoir certaines valeurs. Bon, nous avons à peu près 70 à 80 personnes qui travaillent pour Alternative, ici et puis dans nos bureaux à l'intérieur du pays. On a été, en tout cas parmi les organisations de la société civile, une des premières qui s'est intéressée à comment on peut utiliser les technologies de l'information, de la communication, y compris les médias de masse, pour promouvoir certaines valeurs. Et donc, en ce qui concerne, si je prends le domaine de la production audiovisuelle, bon, depuis 20 ans déjà au moins, on s'est équipé d'une unité de production audiovisuelle pour produire des contenus, des films documentaires, des séries, etc. C'est ce que nous essayons de faire. Et en même temps, nous formons aussi des personnes. Nous avons eu à former des personnes, y compris des jeunes, pour produire un peu de contenu
contenus culturels qui essayent de promouvoir les valeurs de la démocratie, etc. Et ce travail-là, on compte le poursuivre en donnant la possibilité à des jeunes de se former, de savoir utiliser ces outils-là qui sont devenus aujourd'hui un peu plus à la portée dans le cadre de leur travail. Donc nous travaillons un peu sur ça. Sinon, il y a quelques années, Alternative était à la pointe pour introduire les nouvelles technologies, y compris l'Internet et tout ça, pendant que c'était encore quelque chose de, on pourrait dire, nouveau. Ici, on avait un point d'accès à l'Internet pour démocratiser un peu l'utilisation de tout ça. On a fait ces choses-là un moment, puis après, on est passé à autre chose parce que, bon, maintenant, des points d'accès à l'Internet, bon, les gens n'ont pas besoin, chacun a son point d'accès avec lui, avec le téléphone portable, etc. Mais bon, donc c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Ouais. Au début des années 2000, on formait des jeunes pour produire un journal. On les formait pour produire un journal qui est distribué aux jeunes, ça s'appelait Espace Jeune. Hein? Et ce journal-là mettait un accent particulier sur le volet de l'environnement. Donc, ce qui concerne l'écologie, les jeunes étaient formés sur les problématiques liées à l'environnement et ils produisaient des articles en direction d'autres jeunes sur la citoyenneté, bien sûr, et autres, là, la participation politique et tout ça, les droits, mais aussi avec un accent particulier sur l'aspect, le volet qui concerne l'écologie. On l'a fait pendant un certain nombre de temps, le journal. Puis après, le journal est devenu beaucoup plus orienté sur la citoyenneté et la participation politique. Pas parce que la question de l'écologie ne nous intéressait pas. À l'époque, on abordait surtout la question de la désertification, qui est un des défis majeurs pour les pays du Sahel. Bon, on continue encore à faire. À travers la radio, nous avons des émissions sur ces questions-là, mais nous travaillons aussi dans le cadre d'un consortium sur le droit à l'alimentation, la souveraineté alimentaire. Et tout naturellement, on touche à la question de l'écologie d'une certaine manière, notamment la préservation des biens communs, que ce soit les terres, les eaux, etc. Et leur utilisation par les citoyens, leur protection contre ceux qui veulent s'accaparer. On travaille sur la problématique, par exemple, des semences, la question des organismes génétiquement modifiés, etc. Bon, ce sont des questions qui sont au cœur, d'une certaine manière, de notre travail sur la thématique, par exemple, du droit à l'alimentation, de la souveraineté alimentaire. Bon, on veut davantage travailler sur la question de l'écologie. On le faisait beaucoup plus il y a quelques années, on le fait un peu moins, mais ce sont des sujets qui nous intéressent, y compris sur des questions, par exemple, la question de l'eau. Vous voyez, c'est des questions sur lesquelles nous avons mené des batailles contre la logique de marchandisation. La citoyenneté, elle n'est jamais totalement accomplie. C'est quelque chose qu'il faut construire, consolider, etc. Bon, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de conscience citoyenne du tout dans notre contexte. Il y a une certaine conscience citoyenne. Peut-être elle n'est pas très élevée.
n'est pas très répandu, etc. Et ça s'explique par le fait que le rapport à l'État, n'est-ce pas? L'État, quand on regarde l'État chez nous, bon, l'État aujourd'hui est l'héritier de l'État colonial. Et donc, on pourrait dire que l'État n'est pas encore totalement décolonisé. Il n'est pas arrivé à établir avec les habitants de ce pays des rapports nouveaux, qui seraient des rapports de citoyenneté, etc. Mais il y a une certaine conscience citoyenne, la preuve, ça bouge dans le pays, il y a des gens qui revendiquent, etc. Bon, c'est parce que les gens savent qu'ils ne sont pas des sujets, qu'ils sont quand même... Voilà, il y a une certaine conscience citoyenne, bien entendu. Il y a encore beaucoup à faire, n'est-ce pas? Il y a beaucoup à faire ici comme ailleurs. Et même là où cette question ne semble pas discutable, on peut toujours dire que la citoyenneté, c'est quelque chose à construire. Donc, de mon point de vue, il y a une certaine conscience citoyenne, n'est-ce pas? Et elle est faible. Et ça s'explique par le fait que l'État est dans une certaine continuité, avec, malgré le bouleversement qu'il y a eu, hein, il y a une certaine continuité. Et donc, ça, c'est quelque chose à construire encore. Il y a toujours l'aspect politique. Mais ce qu'on peut observer de façon empirique, on a vu qu'il y avait vraiment différents groupes de rap, etc. Et que le rap était en train de devenir un phénomène très remarquable, avec des concerts qui se tenaient régulièrement, des jeunes chanteurs. Bon, dans presque tous les quartiers, presque avaient des groupes de rap. C'était remarquable. Et ces jeunes-là diffusaient des messages, n'est-ce pas? Moi, je me suis intéressé à comprendre est-ce que, en fait, oui, ils lancent des messages, ils disent des choses, c'est-à-dire, est-ce que vraiment ils ont une conscience politique, d'où leur vient cette inspiration, etc. Je me suis un peu intéressé et j'ai vu que oui, c'était quelque chose. Et surtout, ça m'intéressait de savoir si les gens, le public qui vient dans ces espaces-là, est-ce qu'ils saisissent le message? Est-ce qu'ils ont conscience qu'ils sont dans une sorte de contestation d'un ordre, etc., etc. Bon, on n'a pas fait d'enquête, mais il me semble que les jeunes entendent aussi le message. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la musique, mais le message délivré par les groupes aussi, qui était parfois un message de rupture quelquefois. Bon, je vois que ça a intéressé. C'était vraiment un phénomène. C'était bien parti. Et nous, ici, on avait une position pour pouvoir observer ça. Parce qu'en fait, on avait une radio. Il y avait des jeunes rappeurs qui étaient des animateurs sur la radio. Il y avait des jeunes gens qui étaient venus, qui essayaient de faire donc la production, ils enregistraient. Et nous-mêmes, on les aidait à faire des clips, etc. Il y a plein de jeunes gens. On les a aidés à faire des petits clips et tout. Hein. C'était ouvert. Ils ne payaient pas. On les encourageait. Et on avait aussi l'habitude d'animer des petites soirées, même ici, à Alternative. Et donc, on pouvait voir, c'était vraiment tout un phénomène. C'était bien parti. Et puis après, pof, ça a un peu chuté. Et il y a certainement plusieurs raisons à ça. Et à un moment,
Je pense qu'il y a des institutions, des organismes qui ont vu que ça, là, c'est un bon créneau, qu'on peut passer par ces artistes, ces groupes, pour porter des messages, etc. Parce que c'était dans une démarche volontariste. Les jeunes gens, ils se constituaient, ils faisaient, ils trouvaient les moyens de sortir un son, etc. Voilà, ils travaillaient avec les moyens de bord. Puis il y a quelques organismes qui ont commencé à s'intéresser. Quand des organismes commencent à s'intéresser, c'est aussi parfois pour dévoyer. C'est quand même des mouvements de contestation. Dès que le système s'intéresse à eux, offre quelques perspectives, c'est aussi pour leur imposer des sujets, etc. C'est pour faire la sélection et aussi faire de l'élimination, etc., etc. Bon, finalement, je vis après le mouvement, c'est plus ou moins à reculer, hein, parce que bon, on parle de moins en moins. Peut-être c'est moi qui suis plus âgé maintenant et peut-être que je m'intéresse moins, je ne sais pas. Mais je pense qu'on ne voit pas ça comme avant. Bon, en temps, vous savez, c'est comme une sorte de mode. Hein? Et bon, ici, on a aussi la particularité que les modes ne durent pas parfois. D'autant plus que c'est des jeunes et tout. Et très rapidement, ils peuvent passer d'une chose à une autre. Ça ne s'est pas enraciné. Il n'y a pas eu le soutien qu'il faut pour que le mouvement se maintienne. Il n'y a pas l'accompagnement qui est nécessaire. Parce que l'accompagnement nécessaire, c'est aussi l'accompagnement d'organisations qui ont une vision de ça, qui peuvent soutenir la liaison qu'il faut entre ce mouvement-là et des jeunes qui se développent et d'autres types de mouvements. Ça suppose aussi une conscience plus élevée, un niveau d'éducation plus élevé. Tout ça, là, ça fait défaut. Et en même temps, à l'emprise de la religion. Et je pense que un moment, quand ça s'est passé, ces choses-là, chez les jeunes, c'était apprécié. Ils aimaient ça. Ils sortaient des soirées, ils s'amusaient, etc. Et je pense que notre société tend aussi de plus en plus à se fermer un peu sur ça, à revenir à des considérations beaucoup plus sur la religion et tout ça. Et les jeunes, peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens, hein, ça peut poser aussi la question des moyens qu'ils ont. Tu vois, bon. Pour faire des soirées, des concerts, etc., à y aller et les organiser, ça suppose des moyens, non pas. Bon, il y a quand même beaucoup de figures. Il y a plein de gens qui participent au mouvement qu'on fait. Mais on a un défaut au Niger. Bon, on tend à personnaliser les choses. Hein. Et donc, on est dans une vision presque messianique de lutte citoyenne. On pense que bon, il y a quelques figures, quelques personnes là. C'est eux qui doivent incarner, qui doivent conduire, etc. C'est une vision messianique qui, moi, ne me convient même pas. Un mouvement solide, ce n'est pas un mouvement incarné par une ou deux figures. C'est un mouvement réellement enraciné dans les masses, porté par des gens. Donc, si on est dans cette vision-là, où on s'en remet à une, deux, trois personnes, évidemment, il y a un problème. C'est la particularité de ce pays-là. Nous, on voit quand on sort, on voit des gens, ils disent, ah ouais, ah, ce sont les leaders de la société civile, ce sont machin, etc. Et on attend votre mot d'ordre, qu'est-ce que vous dites? On ne parle pas d'organisation, on parle de personnes. C'est quand même très grave, n'est-ce pas? Mais c'est la façon des gens de voir. Et ils voient tout à travers des personnes bien précises. Évidemment, après, les personnes, c'est fragile. Il suffit qu'une personne change de position, qu'elle disparaisse,
quel est tel machin, et puis les choses s'arrêtent, jusqu'à ce qu'une nouvelle figure peut-être émerge, etc. Tout ça n'a pas de sens. N'est-ce pas? Ça montre un peu la fragilité de ce qu'on est en train de faire. N'est-ce pas? Bon, mais c'est très développé. C'est peut-être un élément de la culture ici. Quand vous parlez des médias, on va dire, ah, le média de un tel. Quand vous parlez d'un parti politique, c'est le parti de un tel. Une association, c'est l'association de un tel. Même un syndicat, les gens diront c'est le syndicat de un tel. Et donc on veut faire tout incarner à travers des personnes. Et donc ça doit appartenir à quelqu'un. Voilà. Donc on est encore dans l'idée d'homme providentiel. C'est ça que j'appelle une logique, une approche messianique des choses. On est vraiment dans ça. Et donc, or, un niveau plus élevé de conscience politique, de conscience citoyenne, c'est que tout le monde se sente, voilà, et qu'on ne se réfère pas à des personnes, forcément. Et c'est le dépassement de ça, c'est l'esprit collectif, etc. C'est ça qui fait la force d'un mouvement. Et tout ce qu'on fait est fragile parce que justement ça pêche par ça. Maintenant, quand vous dites, oui, un nouveau président est venu, il a tendu la main, bon, il a dit qu'il veut avoir des rapports différents avec la société civile. Lui, il parle de la société civile. Bon, c'est bien. C'est ce qui est souhaitable. N'est-ce pas? Bon, qu'il y ait des espaces de dialogue, de discussion pour faire avancer des choses, a priori, ce n'est pas mauvais. Combien de temps ça va durer? Pourquoi il le dit? Tout ça, c'est une autre question. Mais les mouvements qu'il s'agit de construire dans ce pays, c'est des mouvements qui, en fait, vont être aussi dans une sorte de confrontation, très souvent avec les pouvoirs politiques, parce que les problèmes que nous posons, les termes dans lesquels nous les posons, sont tels que, bon, c'est pas... Mais ça, c'est un moment, quoi, dans l'évolution. Ça peut durer, tout comme ça peut changer rapidement, hein. Qu'est-ce qui fait que les mouvements sont en train de s'essouffler, ou en tout cas donnent l'impression que, bon, ils se font parfois des moments épisodiques, mais on ne gagne pas sur le fond. On ne gagne pas sur le fond en termes de... Voilà. Il y a quelques années, c'était un peu différent. Donc, des mouvements émergent, ils durent un certain temps, et après, on ne modifie pas fondamentalement le système. On n'arrive même pas à ouvrir la voie à des grandes réformes, comme c'était le cas dans les années antérieures. Ça pose des questions. Et de façon générale, on regarde dans le monde entier, on voit les mouvements progressistes qui veulent des transformations, des changements sociaux, sur le plan social, politique, culturel, etc. Ces mouvements sont plus ou moins en difficulté. Il y a des phénomènes qui commencent forts, comme la dynamique du Forum social mondial et tout ça, avec un mot d'ordre, notre monde est possible. Tous ces mouvements qui se faisaient en marge des sommets du G5, etc., tout ça, du G7 et tout. Oui, on a l'impression que des mouvements tendent à s'essouffler. Et il y a une certaine désaffection des gens. Parce qu'en fait, ce qui peut galvaniser les gens, ce sont les victoires. Les victoires tardent et les systèmes en place savent maintenant s'accommoder. Les gens ont beaucoup appris, en fait. Je veux dire, de comment faire face à ça. Quand vous prenez globalement dans notre espace ici en Afrique, vous voyez, il y a eu pas mal de mouvements insurrectionnels dans certains pays, des pays qui ont abouti à des situations presque insurrectionnelles. C'est le cas au Burkina, n'est-ce pas? Il y a un mouvement presque insurrectionnel, mais ça se conclut par un coup d'État, n'est-ce pas? Après, il y a eu des élections.
Après, qui est arrivé au pouvoir, c'est une partie de l'ancien parti dominant qui revient. On voit le mouvement, par exemple, en Algérie, n'est-ce pas? Il y a tous ces trucs qui a réussi à faire démissionner un président, etc. Mais c'est le système FLN, le système des militaires, etc. est resté. Il n'y a pas eu de bouleversement, de prise de pouvoir par un mouvement institutionnel. Regardez ce qui s'est passé au Soudan, n'est-ce pas? C'est quand même un mouvement d'inspiration sociale, etc. Hier, j'entendais dire que le Soudan avait conclu un accord avec le Fonds monétaire international, avec à la clé pour l'effacement, pour la réduction de sa dette, etc., mais avec à la clé des mesures antisociales, y compris la suppression de certaines subventions. Et le mouvement va tenter peut-être de reprendre. Donc, ce mouvement en chose n'a pas abouti à une prise de pouvoir, ça a abouti à une prise de pouvoir par l'armée plutôt, et à des négociations pour un partage de pouvoir entre l'armée et les organisations sociales. On voit au Mali ce qui s'est passé, toute cette dynamique, toute cette lutte enclenchée par le M5, le mouvement M5. À la fin, on voit que c'est des militaires qui arrivent et qui orchestrent 2 coups d'État pour assurer la continuité du système. Donc le seul cas d'un mouvement qui s'est développé et qui a pu prendre le pouvoir par une voie insurrectionnelle, le cas le plus récent qu'on connaît, c'est le cas de Madagascar. N'est-ce pas? Mais il faut dire aussi que les mouvements actuels, leur différence avec les mouvements d'antan, c'est que les mouvements d'antan étaient des mouvements insurrectionnels, des mouvements révolutionnaires qui avaient un projet clair, c'est-à-dire qui ont réglé la question du pouvoir. Il fallait le prendre, l'exercer et se préparer à ça. Donc, des mouvements intervenaient dans des contextes où il y avait des forces, qui sont peut-être des forces d'avant-garde, dont le projet est de prendre et d'exercer le pouvoir, de faire des réformes. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Et c'est ça, ça pose la question de la démocratie et pourquoi la démocratie était importante pour la bourgeoisie. Mais la démocratie permet d'éviter peut-être des révolutions, on pourrait dire, n'est-ce pas? Donc on arrive à gérer tout ça. Voilà. Et on a affaire à des types de mouvements qui ne sont pas de même nature que les mouvements antérieurs. Quand je parle de mouvements antérieurs, je parle de mouvements depuis les années au début du 19e siècle, presque, du 20e siècle. Tous ces mouvements-là étaient de nature différente. C'était des mouvements éminemment politiques. Et maintenant, on parle davantage de mouvements citoyens, de groupes qui, en fait, ne disent pas que leur vocation est de prendre le pouvoir. Leur vocation, c'est peut-être de contribuer à, etc., etc. Et donc, ces choses-là, évidemment, ça pose problème. On prend les syndicats. Les syndicats étaient politiques il y a quelques années, étaient liés à des forces politiques, etc., dont le projet était de faire un changement. Donc, c'est aussi l'abandon de ça et le fait que les mouvements sont devenus plus ou moins soft et sont devenus eux-mêmes très réformistes et ils sont devenus accommodants pour le système. Donc, on n'arrive pas à avoir grand-chose, on participe seulement à une sorte de cirque. Donc, il faut, voilà. Et maintenant, il y a une offre qui émerge, par exemple, si on prend le cas du Sahel, une offre radicale qui apparaît antisystémique, alors que le reste du mouvement apparaît comme une sorte de composante de même truc, ça participe de la même logique.